Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes députée des Yvelines, réélue donc à ces dernières législatives, ancienne ministre du Budget et ancienne porte-parole du gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Beaucoup de sujets au menu ce soir. Peut-être d'abord un petit mot sur Claude Barthelone, élu président de l'Assemblée nationale. Il promet de respecter les droits de l'opposition et peut-être même peut-être plus. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Je crois qu'il a fait un très beau discours, Claude Barthelone, aujourd'hui, très républicain. Et ce qu'on attend de lui, évidemment, c'est qu'il quitte toute, j'allais dire, tradition sectaire ou pensée idéologique pour être pleinement président de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale, c'est d'abord un démocrate. Il fait vivre la démocratie, il respecte les droits de l'opposition, il donne la parole autant à la majorité qu'à l'opposition. C'est cela son rôle. Vous avez confiance en lui ce soir? Je pense que c'est un élu très expérimenté. Je pense qu'il saura se débarrasser des oripeaux un peu politiques qu'il avait jusqu'à présent. Alors, la politique, on y revient puisque ce matin, Jérôme Cahuzac, le nouveau ministre du Budget, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Et on va l'écouter d'abord, puisqu'il s'adresse un peu directement à vous à plusieurs reprises, puisque, vous le savez, il y avait un séminaire gouvernemental, il y a un ajustement budgétaire. Alors, pourquoi faut-il faire un nouveau collectif budgétaire? On va l'écouter. On manquait entre 7 et 10 milliards d'euros. Et pour reprendre une formule que je trouve plutôt bonne et judicieuse de Laurent Fabius, il n'y a pas de programme masqué avec François Hollande. En revanche, avec nos prédécesseurs, il y avait une ardoise dissimulée. Il y avait une ardoise dissimulée. Il manquait de l'argent au budget. Tout n'était pas là. Il n'y a aucune surprise dans le budget. Il faut arrêter les comptes au moment où nous sommes partis. Ce que M. Cahuzac se dépêche de ne pas faire. Nous sommes partis le 6 mai et quand je suis partie, l'exécution du budget était totalement égale à ce qui avait été voté. Les recettes étaient totalement égales à ce qui avait été voté. Nous étions en grande sincérité. Le gouvernement nous a promis un audit qui devait être à charge de Nicolas Sarkozy. Cet audit est repoussé dans le temps tous les jours. Il est prévu, je pense, lundi. Oui. La veille du discours de politique générale. Mais vous comprendrez bien qu'on n'est plus le 6 mai. Aujourd'hui, on est fin juin et la situation économique s'est dégradée. Monsieur Hollande a fait 20 milliards de promesses non financées. Donc vous me permettrez de dire que cet audit a changé de nature, qu'aujourd'hui c'est plus un audit bilan, c'est un audit de perspectives budgétaires. Et les perspectives budgétaires de François Hollande, elles sont simples. Il faut poursuivre une politique de baisse des dépenses. Et ça, c'est évidemment un tabou pour la gauche. Et vous voulez dire que l'audit ne reflètera pas l'état des comptes tels que vous les avez laissés? Mais les comptes tels que nous les avons laissés, il n'y avait aucune surprise dedans. Je suis partie avec l'état des comptes à l'époque. Alors, il n'est pas d'accord puisqu'il revient sur le bouclier fiscal et les chiffres encore ne sont pas au rendez-vous. On l'écoute. Oui, il coûte plus cher que ce qui avait été annoncé, près de 800 millions d'euros. Il a coûté cette somme-là l'année où, paraît-il, nos prédécesseurs l'avaient supprimé. Juste une précision, j'ai cru comprendre ce matin que le ministre qui m'a précédé dans ses fonctions avait affirmé m'avoir transmis ces chiffres sur le coût du bouclier fiscal. Ces chiffres ont été transmis pour 2010. Ils ne me l'ont jamais été pour 2011. Et si cette ministre avait demandé à l'administration de me le transmettre, alors l'administration ne l'a pas fait. Donc 800 millions... pas transmis, augmentation du nombre des bénéficiaires du bouclier fiscal. Alors d'abord, ce que M. Cahuzac ne dit pas, c'est que le bouclier fiscal a été supprimé. Il a été supprimé, mais comme il ne peut pas être supprimé rétroactivement, tous ceux qui ont fait leur déclaration l'année dernière ont encore droit au bouclier fiscal cette année. Donc ce que M. Cahuzac ne dit pas sciemment, parce que c'est une habileté politique extraordinaire, c'est que nous avons supprimé ce bouclier fiscal, même s'il a encore un coût cette année. 800 millions, vous êtes d'accord? C'est sans doute moins que ça, je pense que c'est plus près de 700 millions, mais peu importe, on n'est pas en train de discuter des chiffres. Aujourd'hui, les chiffres, peu ou prou, étaient connus de M. Cahuzac, et aujourd'hui c'est simplement une habileté politique au moment où François Hollande va annoncer la rigueur de gauche, des impôts pour toutes les classes moyennes. C'est une habileté politique que de sortir ces chiffres qui sont très largement connus de M. Cahuzac, dont je rappelle qu'il était président de la Commission des finances, qu'il connaissait par cœur ces chiffres. En gros, vous dites qu'ils sont en train d'essayer de nous mettre sur le dos leur programme de rigueur, c'est une facilité. Mais bien entendu, M. Hollande a, depuis un mois, annoncé 20 milliards de dépenses supplémentaires, que ce soit avec la hausse du SMIC, avec la retraite à 60 ans, avec les nouveaux fonctionnaires, avec la hausse de l'allocation de rentrée scolaire, avec le nombre de nouveaux contrats aidés. Il a annoncé des dépenses dont il n'a pas le premier euro pour les financer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait le coup de l'héritage. Oui. Et il est très hypocrite parce qu'il dit que c'est les riches qui vont payer tout ça. Et les riches ne payeront pas. Le bouclier fiscal, c'est un leurre.
vous pensez bien que ce n'est pas en baissant le salaire des ministres et en doublant l'ISF qu'on réglera l'équation budgétaire de la France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisque apparemment l'INSEE prévoit une croissance de 0,4 en 2012 et la baisse du pouvoir d'achat attendue dans les mois qui viennent sera la plus forte selon l'INSEE depuis 1984. D'abord, il faut dire que nous, sous Nicolas Sarkozy, le pouvoir d'achat n'avait pas baissé. C'est important de le dire. Premièrement. Deuxièmement, nos hypothèses de croissance étaient très prudentes puisqu'elles étaient de 0,5 dans le budget. Donc nous avions fait un budget sur des hypothèses très prudentes. Qu'est-ce qui est en train aujourd'hui de se passer? Le gouvernement est en train de prendre des mesures qui vont être extrêmement dommageables pour l'emploi. La hausse du SMIC, mais aussi la hausse des cotisations vieillesse, mais aussi la suppression de la baisse du coût du travail qu'on appelle la TVA anti-délocalisation. Tout ça, ça va augmenter le coût du travail, ça va peser sur l'emploi. On est au 13e mois consécutif d'augmentation du chômage. Moi, je vous annonce un été meurtrier au plan de l'emploi. Alors, sur le SMIC, vous en avez déjà parlé, mais moi je note que vous dites que c'est une fausse bonne décision qui va détruire des emplois, mais que Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, dit que c'est une hausse raisonnable, plus 2%, et Jean-Louis Borloo, pas une catastrophe nationale pour la compétitivité. Vous en rajoutez un peu, non? Mais puisqu'on voit aussi que la CGT, que tous les syndicats et même le Parti communiste, n'est pas du tout content de cette hausse du SMIC. Non, mais nous voulons tous faire une politique généreuse et de hausse du pouvoir d'achat. D'ailleurs, nous avions proposé dans le programme de Nicolas Sarkozy une hausse du SMIC net, par la baisse des charges salariales. Bon, ce n'est pas la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, c'est d'augmenter le SMIC total, donc l'augmenter de 2%, donc augmenter les charges des entreprises de 2%. Mais ce qui est important, c'est de faire la somme de tout. La hausse du SMIC de 2%, la suppression de la TVA anti-délocalisation, donc plus 5% sur le coût du travail, plus la fiscalisation des heures supplémentaires. C'est vraiment une facture extrêmement lourde pour les entreprises et singulièrement pour les PME. Et ça va se traduire par de la destruction d'emplois. Il n'y a pas là de justice et de répartition juste de l'effort, comme l'affirme le gouvernement pour vous? On peut choisir d'augmenter le SMIC, mais il faut faire attention parce que si cette augmentation du SMIC qui coûte 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros au budget de l'État en 2012, parce que quand on dit augmentation du SMIC, on augmente les salaires de la fonction publique et on augmente aussi les allègements de charges que l'État prend en charge. Donc c'est 1 milliard d'euros le coût de cette augmentation du SMIC. Ce milliard d'euros, comment est-ce que le gouvernement va le financer? Il va le financer en baissant les dépenses sociales. Il reprendra d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Aujourd'hui, Jérôme Cahuzac a affirmé qu'à part les 3 ministères protégés, éducation, police, intérieur et justice, tous les autres ministères devaient s'attendre à des baisses des dépenses et à des baisses d'effectifs, en tout cas concrètement. Et même, on est en train de dire ça et là que la rigueur annoncée est encore plus forte que prévu, étant donné les perspectives économiques qui ont aussi surpris le gouvernement. Mais pas seulement, étant donné les perspectives économiques. 0,4% de croissance, c'est pratiquement la croissance que nous attendions. Donc nous savions que la croissance serait très faible en 2012. Ce n'est pas les perspectives économiques qui ont changé. Ce qui a changé, c'est que le gouvernement a fait 20 milliards d'euros d'annonces de nouvelles dépenses et qu'aujourd'hui, il faut les financer. Alors oui, vous avez raison, la rigueur de gauche, elle sera plus brutale que la rigueur de droite, elle sera plus hypocrite aussi parce que sous couvert de taxer les riches, on taxera tous les salariés français, parce que ce n'est pas les riches qui font des heures supplémentaires, ce n'est pas les riches qui cotisent pour les retraites, ce n'est pas les riches qui touchent de l'intéressement et de la participation. Tout cela sera fiscalisé. Et puis la troisième chose, c'est que c'est une rigueur qui détruira de l'emploi. C'est une rigueur anti-compétitivité, parce que la compétitivité de l'économie française, c'est d'abord la baisse du coût du travail. On va parler un mot du chômage, puisque encore ce soir, hausse pour le 13e mois consécutif. Donc là, c'est encore un peu le bilan du gouvernement Sarkozy, dont vous étiez la porte-parole. Mais nous sommes dans une situation de crise. Nous ne l'avons jamais caché. Mais face à cette situation de crise, vous avez deux possibilités. Soit vous faites des accords de compétitivité, vous assouplissez le droit du travail, vous baissez le coût du travail avec la TVA anti-délocalisation. Ils ne le feront pas, à votre avis, dans la conférence sociale. Ils n'arriveront pas à cela, à une certaine flexibilité avec les syndicats. Mais les partenaires sociaux, on les a reçus. Ils nous ont dit qu'ils étaient totalement contre ces accords de compétitivité. Mais peut-être qu'avec vous, ils disaient non et qu'avec eux, ils diront oui. Ah bah si c'est ça, ça prouve qu'ils ne plaçaient pas l'intérêt général au-dessus des intérêts politiques. C'est peut-être le calcul du gouvernement. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est une politique anti-compétitivité pour la France. Et j'ajoute
qu'avec le comportement de François Hollande vis-à-vis de Mme Merkel et de l'Europe, aujourd'hui, on se retrouve dans un corner. L'Union européenne est en panne et ça aussi, ça ne rassure pas les investisseurs et ça n'est pas créateur de croissance et d'emploi. Vous avez décidé d'être dans une opposition totalement, comment dire, déterminée et absolument sans concession. Vous ne reconnaîtrez jamais s'il y avait des choses positives, comme l'a dit Jean-Christophe Lagarde du groupe de Jean-Louis Borloo. S'il y a des choses bien, on le dira. Vous à l'UMP, vous direz non. S'il y a des choses bien, je le dirai, mais vous avez bien vu que M. Cahuzac a décidé de me faire porter le chapeau de toute l'imprévision de M. Hollande et de toutes ses promesses non financées et surtout ses promesses de campagne, parce que c'était des cadeaux électoraux, tout ça. Donc, moi, les cadeaux électoraux, je n'avais pas vocation à les financer, c'est pas mon héritage, je n'en suis pas solidaire, mais en revanche, il y a une chose que je trouve bien dans ce qu'a fait le gouvernement, c'est d'avoir réfléchi sur les salaires et le plafonnement des salaires dans les grandes entreprises publiques. Ça, je trouve ça bien. L'écart de 1 à 20. Oui, je trouve ça bien. Je trouve ça bien de réfléchir sur cet écart de salaire, notamment dans la sphère publique, puisque la sphère publique doit être guidée davantage par l'intérêt général. Alors, parlons de l'UMP, puisque aujourd'hui, il y a des discussions depuis la défaite législative, certaines remises en cause. Et puis, il y a eu une surprise, parce que vous, j'ai envie de dire, vous avez changé de famille, vous avez changé de bande, vous étiez dans les Mousquetaires avec Jean-François Copé, François Baroin, Bruno Le Maire, Christian Jacob. Et là, vous nous dites, je rejoins François Fillon. Vous étiez malheureux, ils étaient trop machos, c'était pas très sympa, c'était pas très cool. Non, les Mousquetaires, comme vous dites, c'est une histoire d'une amitié qui est une amitié longue. J'ai été amie de Jean-François Copé à un moment où ça n'était vraiment pas bien vu en Sarkozy. Mais aujourd'hui, mon choix, il est politique. C'est un choix militant. Vous l'avez averti ? Oui, bien sûr. Vous l'avez appelé, vous en avez parlé avec lui ? Bien sûr, plusieurs fois. Mais il n'a pas réussi à vous convaincre. Parce qu'aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que nous préparions d'ores et déjà 2017. Je pense que François Hollande va laisser le pays, l'économie française, la France, dans un état qui sera désastreux. Je pense qu'il faut préparer d'ores et déjà 2017, qu'il faut se remettre en ordre de marche. Et je pense que pour ça, il faut une UMP unie. Et l'UMP, vous savez, c'est quelque chose de compliqué parce que ça a été fait pour gérer le pouvoir. Aujourd'hui, ça doit accepter une cure d'opposition. L'UMP, c'est disparate. Il y a du centre. Il y a la droite populaire, il y a des libéraux. Oui, mais c'était Jean-François Copé, le patron de l'UMP. Mais je pense qu'aujourd'hui... Donc il n'est pas rassembleur. Non, je crois qu'aujourd'hui, la question, elle est double. La ligne politique. Qui incarne une ligne politique rassembleuse ? La ligne politique que je défends, c'est celle du gaullisme social réformateur. C'est celle qui est incarnée par François Fillon, qui a un bilan de réforme exceptionnel. C'est nouveau, franchement, Valérie Pécresse. J'ai toujours été gaulliste social. J'ai rejoint Chirac. J'ai rejoint Chirac au moment de la fracture sociale en 95. Oui, mais enfin, vous étiez proche de Jacques Chirac et ensuite de toute cette bande de Chiraciens qui ont rejoint Nicolas Sarkozy. Puis tout d'un coup, vous allez dans une autre famille. Non, mais non, c'est pas une autre famille. C'est les gaullistes sociaux historiques. François Fillon, j'ai travaillé avec lui au même moment que j'ai rencontré Jean-François Copé, c'est-à-dire quand j'étais chez Chirac pour construire le programme de l'UMP. Et à l'époque, j'étais auprès de Jérôme Monod et je lui avais dit d'ailleurs qu'il fallait prendre François Fillon pour rédiger le programme initial de l'UMP parce que déjà à l'époque, je pensais que François Fillon était celui qui pouvait, par sa vision politique, rassembler à la fois les libéraux réformateurs, les sociocentristes et en même temps les gaullistes nationaux. Nation, justice, réforme, c'est les 3 piliers de l'UMP et c'est sur ces 3 piliers qu'il faut s'appuyer pour reconquérir le pouvoir, non pas pour le pouvoir, mais pour pouvoir réformer à nouveau la France. Donc Jean-François Copé serait plutôt un diviseur ou en tout cas ne serait pas rassembleur ? Non, j'ai pas dit ça. Madame Elkrief, on peut dire qu'on aime quelqu'un sans dire qu'on n'aime pas quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une bataille de personnes. Aujourd'hui, c'est un choix militant, un choix politique. Alors, je crois que l'étoffe d'homme d'État de François Fillon, son expérience de la réforme et de la gestion de crise, parce qu'il a été pendant 5 ans au gouvernement dans une période très difficile qu'on va revivre. On va la vivre pendant 5 ans, la crise. Elle n'est pas terminée du tout. Je pense que cette expérience-là est très précieuse. Je pense qu'on a de la chance d'avoir François Fillon. Et je pense qu'il est du coup un leader naturel pour l'UMP. Et donc je pense en plus qu'il est le mieux à même de rassembler les familles de la droite. Donc vous allez avec lui en ticket pour être à la tête de l'UMP lorsqu'il va être candidat à la présidence de l'UMP et que vous serez candidate pour être secrétaire générale de l'UMP. Vous mettez la charrue avant les bœufs, Madame Elkrief. C'est logique, quand on lit ça, on le comprend. Aujourd'hui, François Fillon ne s'est pas encore déclaré candidat. Moi, je souhaite qu'il le soit. Et effectivement, s'il est candidat, je souhaite faire équipe avec lui.
pourquoi pas? Pourquoi pas une femme? Ça changerait. Secrétaire général éventuellement, ou Non, en tout mais cas dans l'équipe. je ne cherche pas un poste. Je veux aujourd'hui vraiment qu'on ouvre l'UMP, qu'on la fasse grandir et qu'on soit à la fois des opposants, vous l'avez compris, des opposants vigilants et exigeants, et en même temps qu'on construise un nouveau projet pour 2017. Ça va venir très vite. 5 ans, c'est très rapide. Aujourd'hui, il y a une bataille entre deux lignes et on ne comprend pas très bien où vous en êtes, parce qu'on voit Nathalie Kosciusko-Morizet ou Roselyne Bachelot qui dénoncent la droitisation de Nicolas Sarkozy, de la campagne de l'entre-deux tours précisément, et globalement de la campagne de 2012, avec les âmes noires, la bête à 3 têtes, les conseillers occultes proches de Maurras. Enfin, voilà, on sent bien qu'il y a ce clivage. Et puis vous dites non, pas du tout, c'est pas ça. Nicolas Sarkozy a fait sa campagne, il n'y a rien à dire à cette campagne. Et pourtant, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que vous remettez en question ? Attendez. D'abord, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, moi, je suis extrêmement ferme sur le refus des alliances avec le Front National. Je l'ai toujours été. Je m'en suis expliqué, y compris avec mes électeurs qui ne comprennent pas forcément cette conviction. Je ne veux pas d'accord avec les extrêmes, premièrement. Mais, en revanche, je suis de droite. Je suis fière d'être de droite et des valeurs que porte la droite. Je veux dire que ce soit le travail, l'autorité, la liberté d'entreprendre. Mais vous dites pas Nicolas Sarkozy a été instrumentalisé par un Patrick Buisson qui voulait faire passer les idées de Charles Maurras. Je trouve ça extrêmement peu conforme à la réalité. Parce que Nicolas Sarkozy n'est pas un homme sous influence. Nicolas Sarkozy est un formidable personnage politique. Vous l'avez revu récemment ? Oui, je l'ai revu très récemment. C'est une grande figure. Ça l'inquiète ces débats autour de son bilan, autour de lui, Je crois qu'il est bien ailleurs de tout ça, bien loin, et qu'il a pris beaucoup de hauteur par rapport à tout ça. Il écoute, il regarde quand même. Mais certainement. Mais en tout cas, c'est une grande personnalité politique, c'est un grand homme politique. Et de réduire la campagne d'un grand homme politique qui en a fait pendant 30 ans des campagnes, qui faisait une campagne présidentielle pour la France, pour une vision de la France et du monde, la réduire au conseil de tel ou tel conseiller, je crois que ça n'est pas juste, ça n'est pas lui rendre justice, et c'est certainement pas ce que je pense. Je pense qu'il faut défendre son bilan parce qu'on a fait des choses formidables qui ont été caricaturées, et moi je serai d'abord dans la défense de ce bilan. Dernière question, Cécile Duflot a dit aujourd'hui, parce que vous êtes aussi chef de file de l'opposition au Conseil régional d'Île-de-France, le Grand Paris ne sera pas Dubaï-sur-Seine. Le Grand Paris, les anciens du gouvernement voulaient le mettre en concurrence avec les autres grandes métropoles mondiales. Nous, ce qu'on veut faire, dit Cécile Duflot, c'est que ce soit les habitants qui y vivent et qui le fassent vivre. Il y a un vrai conflit, il y a une vraie opposition de conception de ce Grand Paris. Mais non, Madame Duflot a été opposée au Grand Paris depuis le début. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui porte une vraie ambition pour cette région. C'est d'abord un projet de transport en commun, le Grand Paris, et ensuite c'est un projet de développement scientifique, éducatif et économique, avec des grands campus, des grands pôles de compétitivité. Donc, Madame Duflot ne comprend pas tellement cette logique de développement économique, elle ne comprend pas non plus cette belle logique ambitieuse de transport en commun. Ce qui est très paradoxal, c'est que le Grand Paris vise aussi à construire 70 000 logements en Île-de-France autour des gares. Dubaï-sur-Seine ? Autour des gares. Mais enfin, qui le croit ? On avait fait appel aux plus grands architectes pour conceptualiser le Grand Paris, et le Grand Paris devait se faire de manière totalement concertée dans le cadre de contrats de développement territoriaux avec les maires. Et moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il y a un silence, un vide sidéral de la pensée de Madame Duflot sur le Grand Paris. Elle s'est opposée au Grand Paris depuis le début. Alors aujourd'hui, face à ce vide sidéral, je suis inquiète. Et je suis notamment inquiète que le gouvernement veuille mettre sous tutelle les maires et leur imposer un urbanisme des années 70 qui serait alors là pour le coup totalement destructeur de Paris. Merci Valérie Pécresse d'être venue sur notre plateau. J'ai retenu que vous serez sur le ticket de François Fillon pour faire équipe avec lui. C'est vous qui le dites. À la présidence de l'UMP. Merci beaucoup. Vous faites des prévisions. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous. Il est lui proche de Jean-François Copé. C'est Christian Jacob. Il arrive. C'est le président du groupe UMP à l'Assemblée. À tout de suite.